Bonjour à tous, c'est Savoir Partager, l'émission de l'IRD audiovisuel et de Synapse Télévision. Alors cette semaine, nous rencontrons Charles-Édouard de Surmain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de recherche en anthropologie à l'IRD, dans une équipe d'abord qui a été une équipe de nutrition, rattachée à l'Institut d'études du développement économique et social, l'EDES, Paris 1. Et puis vous êtes maintenant dans une UMR, patrimoine locaux, qui est au Muséum national d'histoire naturelle. Vous avez coordonné un colloque qui s'est tenu fin juin, modèle de la petite enfance en histoire et en anthropologie, à l'université Paris-Descartes. On va reparler de ce colloque et de ce qu'il en est. Vous avez publié Jour ordinaire à la Finca, une grande plantation de café au Guatemala. C'est un livre que vous avez publié aux éditions de l'Orstom, qui est l'ex-IRD, il y a maintenant une dizaine d'années. Et puis, vous venez de sortir une contribution à alimentation et nutrition qui s'intitule Alimentation et nutrition dans un livre Anthropologie du développement et de l'humanitaire aux éditions Armand Collin. Et puis dans ce livre, Du soin au rite dans l'enfance, qui était publié aux éditions RS, sous la direction de Doris Bonnet et de Laurence Pourchaise, vous avez publié un article très intéressant sur la farra. On parlera tout à l'heure de la farra. C'est cette espèce de, on peut dire, de bande de tissu dans laquelle les femmes en Amérique latine emmaillotent le bébé. Et en fait, cet emmaillotement dans la farra fait que la farra, c'est quelque chose d'individuel qui sert toute la vie aux paysans qui portent dans des circonstances très différentes cette farra. Alors, vous avez aussi coordonné un numéro de la revue Anthropologie Food, un numéro de la revue Tiers-Monde, un numéro du journal des anthropologues. Mais en fait, deux sujets vous intéressent particulièrement, les problèmes de l'alimentation et les problèmes de la petite enfance. Alors, on va commencer par l'alimentation. Je voudrais d'abord vous interroger sur ce que vous appelez le modèle alimentaire et comment on transforme ce modèle alimentaire. Vous avez travaillé sur le modèle alimentaire en Bolivie, sur le modèle alimentaire en Afrique. Comment se transforme ce modèle alimentaire? Françoise Héritier expliquait que l'autre, c'est d'abord celui qui ne mange pas comme soi. Donc, quand on se mélange avec l'autre, on se mélange avec quelqu'un qui ne mange pas comme vous. Tout à fait, c'est un bon mot. Un modèle alimentaire, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la perception, du construit. C'est finalement ce que l'on devrait manger. C'est finalement cette espèce de système d'aliments, mais également de bonnes manières, de savoir qui se rapportent à des aliments et donc plus globalement à une alimentation. Un modèle alimentaire, si vous voulez, c'est quelque chose que l'on reconstruit par l'analyse grâce aux techniques de l'entretien et de l'observation. On ne va pas demander à quelqu'un quel est son modèle alimentaire. On va le reconstruire progressivement en observant ses pratiques et en l'interrogeant sur ce qu'il mange, ce qu'il souhaiterait manger, ce qu'il préférerait manger. Un modèle, c'est de l'ordre du construit. C'est un ensemble de pratiques, c'est un ensemble de savoirs, c'est un ensemble de représentations que l'anthropologue doit peu à peu reconstituer. Alors, avec la recomposition sociale, on peut dire qu'on peut éventuellement changer de modèle alimentaire, ou en tout cas le bouger un petit peu, mais en même temps, il y a des gens, si j'ai bien compris ce que vous écrivez, qui se crispent de façon un peu identitaire sur leur modèle alimentaire. Alors, j'ai pensé en vous lisant, mais ce n'est pas du tout ce sur quoi vous avez travaillé, mais les gens qui se crispent sur le couscous, par exemple, et qui pensent que c'est la nourriture par excellence, ou ceux qui se crispent sur le beefsteak frites, en disant que s'ils n'ont pas leur beefsteak frites, ben, ils n'ont pas leur modèle alimentaire. L'alimentation cristallise les identités et il y a nombre de sociétés dans le monde où l'on dit que si l'on n'a pas mangé tel aliment ou telle combinaison d'aliments, on n'a pas bien mangé. Au Congo, ce sera le manioc. En Bolivie, ce sera la pomme de terre ou le maïs ou la yucca. Il y a toujours une tendance à réifier un certain nombre d'aliments qui font partie des choses qui fait que vous avez bien mangé ou vous n'avez pas bien mangé. Maintenant, par définition, les modèles alimentaires évoluent, ils se transforment, ils intègrent des éléments venus d'ailleurs, tout en tentant de maintenir des éléments structurels forts. Par exemple, en Afrique, ce qui est essentiel, c'est l'association plat
et sauce. Et même si les ingrédients changent, eh bien, on aura, même chez les plus pauvres, souvent, le plus souvent possible, cette association. Et c'est cette association entre la sauce et le plat qui sera maintenue et que l'on voudra absolument maintenir, non seulement pour se définir et s'auto-définir soi-même, et puis aussi pour se démarquer des autres, en l'occurrence des Blancs ou des Libanais qui cohabitent, ou des Chinois aujourd'hui. Charles-Édouard de Surmain, quand vous dites que c'est identitaire, on peut dire que ça fait partie, au fond, non seulement de ce qu'on ingère, mais en même temps des représentations. C'est-à-dire que dans les représentations d'un groupe humain, quand il pense à ce qu'il est, il y a aussi cette identité alimentaire qui est très importante. On a un discours sur l'alimentation qui accompagne l'alimentation. Et en fait, il y a des échanges marchands, non marchands, au moment de la distribution, au moment de la préparation du repas, au moment de sa consommation, puisqu'on parle au moment de la consommation de produits alimentaires. Et donc, inévitablement, ça s'accompagne d'un très grand nombre de représentations superstructurelles, dirais-je. C'est la raison pour laquelle on peut dire que l'alimentation est un fait social total, comme disaient Durkheim et Mauss. Si vous voulez, lorsque l'on travaille sur l'alimentation, on travaille sur un ensemble de choses qui y sont associées et qui ne sont pas nécessairement alimentaires. C'est une excellente entrée pour comprendre une société, son organisation, sa structure, et puis aussi les gens qui participent justement de l'alimentation, au sens où il la prépare, il la mange et il la transmette. C'est un élément également très très important, la transmission des savoirs. Donc on peut dire consommation, convivialité, on peut dire en même temps solidarité, redistribution des aliments. Production, bien sûr. Production, évidemment. Et en même temps, tout ce qui est le discours, qui est au fond le fondement même de notre humanité, une grande partie de notre discours tourne autour aussi de l'alimentation. Absolument, absolument. À ceci près que parfois, lorsque l'on mange, en tout cas dans les bonnes familles, on ne parle pas à table, encore moins de ce que l'on mange. Donc là, c'est éminemment variable. Attendez, vous parlez de la Bolivie ou de l'Afrique, là? Là, je vous parlais de l'Europe. Ah bon, parce qu'en Bolivie et en Afrique, d'après ce que j'ai lu sous votre plume, on parle, hein? On parle, mais on ne parle pas de l'alimentation, mais je crois que on ne parle pas de l'alimentation. Parce que parler de l'alimentation lors d'un repas au Congo, par exemple, ce serait nécessairement émettre un jugement de valeur. Et un jugement de valeur sur qui? Eh bien, sur la personne qui a préparé l'alimentation. Et là, ça pourrait devenir dangereux, ça pourrait être mal interprété. D'abord par les convives et puis aussi par la personne qui vous reçoit. On ne fait pas de commentaires sur l'alimentation. L'alimentation est souvent liée à des thèmes comme la magie, la sorcellerie ou la sexualité. Il y a aussi beaucoup de mots qui désignent des aliments et qui désignent des organes sexuels. Donc on se garde bien de parler d'alimentation lorsque l'on mange. C'était le sens de ma boutade pour faire un parallèle avec ce qui se passe dans nos sociétés. Alors globalement, les changements alimentaires ne favorisent guère les plus pauvres. Bien au contraire, on peut dire que les stigmatisations sociales entraînent le rejet d'aliments qui sont perçus comme étant de pauvres, ou bien de noirs, dans certaines sociétés où il y a des noirs et des blancs, ou bien d'indiens éventuellement. Et au fond, il y a des aliments ou des pratiques alimentaires qui sont stigmatisantes. Tout à fait. Ça, c'est particulièrement palpable en Amérique latine, où vraiment on est ce que l'on mange. Et maintenant, c'est palpable dans nos sociétés avec les flux migratoires qui les caractérisent. Et d'ailleurs, le champ de l'anthropologie de l'alimentation en situation de migration est tout à fait en pleine expansion. Il y a encore trop peu de travaux sur ces questions, ou alors ce sont des travaux un petit peu culturalistes qui tentent de dire que les gens cherchent à sauvegarder absolument leur modèle justement alimentaire dans leur nouveau pays d'accueil. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et effectivement, vous montrez par exemple qu'il y a un prestige quand même de certains étrangers et donc de certaines pratiques alimentaires étrangères, et que quelquefois manger ce que l'étranger mange, c'est considéré comme étant vraiment le fait d'une classe sociale relativement privilégiée. Bien sûr, ça peut même être un acte politique
que de manger, que de sélectionner ce qu'on mange et de manger quelque chose de particulier. En l'occurrence, ou de ne pas manger, justement. En l'occurrence, en Bolivie, j'avais montré dans un texte que la population de La Paz avait boycotté spontanément les McDonald's à l'époque de l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre. Et là, c'est très intéressant ce qui s'est passé, parce que là où les populations petite et moyenne bourgeoisie se ruaient sur les McDo qui venaient par ailleurs d'ouvrir en Bolivie, eh bien, les ont fui du jour au lendemain parce que, justement, manger des hamburgers, c'était clairement montré que l'on était du côté des Américains. Et on connaît les ressentiments et les relations difficiles qu'entretiennent les Américains et la plupart des populations latino-américaines. Encore que la nourriture de l'autre aussi, c'est quelquefois s'ouvrir à l'autre et pas forcément épouser toute sa culture. Vous montrez que c'est plus compliqué encore que ça. Absolument. Et qu'en fait, il ne faut pas donner une seule explication, il y en a toujours un très grand nombre. Et finalement, quand on joue avec la nourriture de l'autre, quand on joue avec la nourriture initiale, chaque fois, il y a un jeu assez complexe de mélange, presque de métissage alimentaire, non ? Tout à fait. Alors, le bon exemple, c'est la façon dont ces mêmes populations boliviennes se sont jetées sur ce qu'ils appelaient les shawarmas, qui est donc un plat typiquement oriental. Mais en l'occurrence, le fameux shawarma à la façon bolivienne... Alors, expliquez ce que c'est le shawarma, parce que tout le monde ne sait pas. Le shawarma, en fait, c'est de l'agneau qui est cuit sur une brochette, en broche, et au-dessus duquel on fait couler une tomate à la chaleur d'un four qui entoure donc ce pic de viande, très aromatisé. Et on en coupe de fines lamelles et on enveloppe cette viande dans des galettes alors, au Moyen-Orient de blé, mais en l'occurrence en Bolivie plutôt de maïs. Et c'était justement là la trouvaille, c'est de servir ce fameux shawarma à la façon bolivienne, c'est-à-dire en soupe. Et de le manger avec une fourchette et non pas avec les doigts, ce qui est le propre du shawarma, c'est de se manger avec les doigts. Donc là, on appelait quand même shawarma ce qui ne ressemblait ni de loin ni de près à un shawarma. Mais c'était une façon de se distinguer d'un modèle alimentaire et de se rapprocher d'un autre ou de montrer sa sympathie politique pour un camp ou un autre. Alors, Charles de Surmain, vous avez en même temps travaillé sur la mondialisation des pratiques alimentaires, parce qu'effectivement, il y a quand même des pratiques alimentaires qui pénètrent un peu partout. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui se passe avec les McDo. On en retrouve quand même dans beaucoup d'endroits aujourd'hui sur la planète. Mais en même temps, il y a une sorte de délocalisation des aliments. Mais le fait que des denrées proviennent de lieux et d'univers culturels différents pose un problème parce que c'est des lieux de plus en plus éloignés dont on ne connaît pas forcément les traditions et donc il y a des transformations de ce fait de ces pratiques éloignées. Alors il y a celles que vous avez citées tout à l'heure, mais il y a bien d'autres transformations de ces pratiques éloignées. Les changements au fond contribuent à la fois à l'enrichissement et à la complexification des nourritures. Alors, il y a un bon exemple de ce processus qu'en nutrition on appelle la transition épidémiologique et nutritionnelle. C'est le cas du Mexique, où il est dans le modèle alimentaire tel qu'on l'entendait il y a un instant, il est dans les habitudes des gens de grignoter tout au long de la journée. Alors, il y a une différence entre grignoter, manger des tortas ou des galettes de maïs avec de la viande et des légumes, et grignoter des pizzas toutes faites, des hamburgers et surtout de boire des sodas. Et lorsque, effectivement, là, il y a substitution des ingrédients, mais que l'on maintient, que le modèle alimentaire est maintenu, ça peut faire des dégâts sur la santé. Et donc l'obésité, par exemple. L'obésité est un excellent exemple. Le Mexique est je crois, le deuxième ou le troisième pays au monde en termes de prévalence d'obésité derrière les États-Unis actuellement. Je crois qu'ils se font la bagarre avec le Brésil. Alors là, on est en face d'une obésité de pays pauvres qui est due pour l'essentiel alors justement à ce transfert avec une pratique
alimentaires qui datent d'hier se transfèrent avec des produits qui sont au fond des produits mondialisés, mais qui ne supportent pas qu'on en grignote 24 heures sur 24, ou en tout cas, celui qui le fait devient inévitablement obèse. Absolument. Lorsqu'on est pauvre, on mange gras, on mange sucré, parce que ça remplit, parce qu'il y a le sentiment de réplétion qui est là. Et ça, c'est un aspect des politiques de lutte contre la pauvreté qui a été totalement négligé. C'est justement tous ces aspects de recomposition des modèles alimentaires qui se font au détriment des produits locaux. Et ça, lorsque par exemple au Mexique, on distribue des bourses alimentaires aux familles les plus pauvres pour soi-disant qu'elles améliorent leur alimentation, qu'elles se dirigent vers des épiceries où on leur donne à plus bas prix des denrées saines, entre guillemets, on constate qu'en vérité, c'est le contraire qui se passe. Et on a plutôt tendance à acheter 2 fois plus de boissons gazeuses qui vous donnent donc ce sentiment de réplétion. Mais pour voir ces choses-là, il faut observer, il faut être sur le terrain, il faut être près des gens et il faut les suivre dans leurs itinéraires alimentaires quotidiens. Et c'est ça que fait l'anthropologue. Alors Charles-Édouard de Surmain, vous montrez que les cuisines d'Amérique latine reflètent un métissage culturel entre Amérindiens, Européens et Africains, et que généralement les divers apports ont fusionné, créant des spécificités locales, mais certains pays comme le Mexique ou le Pérou revendiquent actuellement une gastronomie qui est présentée comme spécifique, voire éventuellement des traditions culinaires indigènes, alors que d'autres régions, comme par exemple les Caraïbes ou Bahia au Brésil, entretiennent leur origine africaine et on y mange des plats d'origine africaine. Au fond, on peut dire que l'origine est traitée différemment suivant les pays. On essaye de s'investir sous forme identitaire dans l'alimentation, mais on s'y investit différemment suivant les lieux. Alors tout à fait. Il y a une vague de fond qui est celle de la patrimonialisation de l'alimentation. L'UNESCO, aujourd'hui, patrimonialise des denrées, des produits et des préparations culinaires. Et il y a des pays qui, évidemment, ayant une gastronomie à peu près reconnue sur le plan international, se sont jetés sur cette force qu'on leur donnait de se faire reconnaître à l'extérieur. Je vous donne l'exemple du pisco péruvien, du pisco chilien. Il y a eu toute une bagarre entre les deux pays pour savoir finalement quelle était la recette qui allait être retenue par l'UNESCO. Et aujourd'hui, c'est une inflation. Il y a des préparations, des plats qui sont patrimonialisés. Et justement, à mon sens, l'intérêt de travailler sur la patrimonialisation de l'alimentation dans une perspective anthropologique, c'est à la fois de voir comment finalement ce patrimoine se définit pour les instances de l'UNESCO en l'occurrence, mais également de voir comment les gens se saisissent de cette opportunité dans les restaurants, dans les cuisines, pour justement suivre le mouvement ou pas. Et ça, c'est très intéressant, parce que là, on est concrètement dans un travail d'observation et d'observation de processus qui sont en train de se réaliser. Par exemple, dans une cuisine d'un restaurant liménien, vous pouvez avoir un chef qui vient d'Amazonie et qui va essayer d'imposer une recette à son patron. Si le patron flaire que l'affaire est bonne et que ça peut marcher, il va sortir une création culinaire, laquelle peut avoir des chances d'être patrimonialisée finalement, puisqu'en ce moment, c'est le grand sujet à la mode dans un pays comme le Pérou, qui par ailleurs était une vice-royauté, donc qui jouit forcément d'une aura de pays où il y avait une haute cuisine. Alors, Charles-Édouard de Surmain, on peut dire que cette patrimonialisation, elle est en fait institutionnalisée à l'échelle internationale, mais il y a des associations qui s'en sont un peu emparées, et je pense à quelque chose comme Slow Food. J'ai cru comprendre en vous lisant que ça allait à l'inverse de la tendance au repas rapide, etc. Des gens qui disaient 1. Qualité, 2. Utilisation des produits sur place, un peu comme si l'utilisation des produits sur place, des produits traditionnels et la qualité supposaient une certaine lenteur et au fond un respect des traditions.
Oui, et puis respect aussi de la biodiversité, parce que c'est aussi ça qu'il y a derrière tout ça. C'est finalement tous les grands projets que l'on appelle la biodiversité dans l'assiette aujourd'hui. Alors il y a un certain nombre de programmes visant à justement préserver cette biodiversité. Et là, aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord, on essaye de préserver la biodiversité dans l'assiette, et notamment dans l'assiette des enfants. D'où l'importance de travailler sur les enfants lorsque l'on s'intéresse à l'alimentation. Parce que l'alimentation, encore une fois, c'est un système, c'est un ensemble, c'est un modèle qui se transmet. Et les premiers touchés sont les enfants. On va venir aux enfants, mais encore une dernière question. Vous avez montré qu'en 2003, Argentins et Uruguayens, par exemple, se sont disputés la patrimonialisation de l'asado, des empanadas, du dulce de leche, et qu'ils négligeaient le fait que ces produits soient communs à une grande partie de l'Amérique latine. Tout à fait. Les uns voulaient que ce soit péruvien, les autres voulaient que ce soit uruguayen, les autres voulaient que ce soit argentin. C'est absolument incroyable, ça, cette dispute. Il y a une flopée de livres de cuisine et de gastronomie dans les pays que vous venez de mentionner, qui est absolument impressionnante. Vous allez chez un libraire, il y a plus de livres de cuisine que de livres d'histoire, ou que de livres de sociologie ou de sciences politiques. C'est absolument impressionnant. Il y a vraiment, je pense que l'alimentation, là, elle cristallise une fois encore les identités bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. Alors c'est ce qu'on transmet aux enfants, l'alimentation, c'est la première chose qu'on leur donne. Et vous avez fait une heureuse transition entre l'alimentation et les enfants. Et je crois que ce n'est pas un hasard si vous vous intéressez à la petite enfance et à l'alimentation. On peut dire que chez tous les historiens, chez tous les anthropologues, converge l'idée que dans le temps et dans l'espace, il y a plusieurs systèmes de représentation de l'enfance. Et que selon ces contextes, selon les contextes, on peut dire que l'enfance peut être analysée très différemment. Au fond, il y a trois modèles donc, vous signalez. Il y a l'enfant du lignage, l'enfant de la nation et l'enfant comme personne. Alors on va passer ces trois aspects. L'enfant du lignage d'abord, ensuite l'enfant de la nation et l'enfant comme personne. Alors expliquez-moi ce que c'est que ces trois modèles d'enfants. Grosso modo, l'enfant du lignage, ce serait l'enfant qui appartient avant tout à sa famille et à son entourage. Famille élargie donc. Son entourage pouvant être des membres de sa famille, mais aussi des voisins, des amis, bref, un ensemble de gens qui ne se limitent pas nécessairement à la famille au sens strict et telle qu'elle se définit localement. C'est pour ça que Ramayad dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant et que l'enfant est le fruit de l'éducation, de la socialisation du village. Si on veut. Ah, d'accord. Je crois que c'est plus compliqué que ça, parce que justement, les trois modèles ne sont pas exclusifs les uns des autres. Parce que l'enfant de la nation, il cohabite également avec l'enfant du lignage, à travers l'école, par exemple, ou les grandes institutions socialisatrices que sont, ou qu'était l'armée, donc l'école, et tous ces dispositifs publics qui font qu'un enfant est à la fois le vôtre, mais il est également celui de tout le monde. C'est aussi un citoyen. Alors, tout est une question de degré, mais il est aussi celui d'un pays. Et ça, le fait que les grandes institutions socialisatrices aient pris un coup dans l'aile ces dernières années avec donc la fin du service militaire ou d'autres choses encore. Enfin, il n'y a pas la fin de l'école. Il n'y a pas la fin de l'école, mais disons qu'il y a de nouveaux modèles qui se profilent. C'est une remise en cause de l'enfant de la nation et qui n'exclut pas pour autant l'enfant du lignage, que l'on retrouve aussi dans nos propres sociétés. Bien évidemment, les Africains ne sont pas les seuls à avoir un entourage en dehors de leur famille. Et puis, vous avez donc l'enfant comme personne. L'enfant comme personne. Alors là, ça renvoie beaucoup plus aux conceptions locales sur le statut de l'enfant, sur ce qu'il représente, sur son statut symbolique et social, la place qu'il a dans la société. Là, on est dans des choses qui sont beaucoup plus implicites, que l'anthropologue doit découvrir et reconstruire. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on s'intéresse au processus d'individuation. L'individuation, c'est vraiment la façon dont un individu devient une personne à part entière. Et là,
cela renvoie à des observations très concrètes, comme par exemple la pratique de l'emmaillotement, ou à des rituels, ou à des soins très on va y précis. revenir, mais avant d'arriver à la pratique de l'emmaillotement, je voudrais quand même que vous m'expliquiez comment est-ce qu'on peut observer la valeur sociale de l'enfance dans différents milieux sans hiérarchiser ces valeurs sociales. C'est-à-dire sans dire que c'est mieux quand même d'attacher beaucoup d'importance à l'enfant comme personne, entre parenthèses civilisation américaine, civilisation européenne, que d'attacher moins d'importance à l'enfant comme personne, entre parenthèses civilisation africaine ou civilisation, disons, en voie de développement. Je pense que le problème ne se pose pas dans des termes aussi absolus. Partout dans le monde, l'enfant est important. Simplement, il a une reconnaissance qui est différente, qui est relayée par des institutions qui sont elles-mêmes liées à des politiques publiques. D'accord, il y a des différences. Comment est-ce que vous faites pour ne pas hiérarchiser ces différences? C'est ça la question. Comment est-ce que je fais pour ne pas hiérarchiser les différences? Je ne peux pas répondre à votre question. Pour moi, le problème ne se pose pas tellement en ces termes. Pourquoi devrait-on hiérarchiser les différences? Non, mais parce que, si vous voulez, vous êtes quand même pris, vous, l'ethnologue qui regardez, vous êtes quand même le fruit d'une certaine culture, vous êtes le fruit d'une certaine histoire sociale, et donc, inévitablement, vous êtes passé par ce processus d'individuation de la personne. Alors, la question se pose de savoir si l'observateur que vous êtes n'est pas amené à privilégier son identité quand il regarde quelqu'un d'autre, notamment en Afrique ou en Bolivie, et que vous n'avez pas les mêmes pratiques. Ben, je pense que ça fait partie de la formation de l'anthropologue. C'est justement de regarder sur les pratiques d'autrui, d'avoir un regard de neutralité et d'analyse. Ce que Derrida appelait la déconstruction au niveau des concepts, nous on l'applique au niveau des pratiques et des discours qui se rapportent à ces pratiques. Et là, je crois qu'on n'est pas du tout dans le jugement de valeur et dans la hiérarchisation, on est vraiment dans l'observation, dans l'analyse, dans la déconstruction de ce qui se fait pour mieux comprendre. Donc je ne ferai pas cette hiérarchisation. En tout cas, quand vous observez, vous êtes amené à examiner des choses qui sont chaque fois les mêmes. J'entends le statut de l'enfance, c'est-à-dire seuil et limite des âges, les figures imaginaires et sociales de l'enfant, ce que ça représente dans l'imaginaire social, les regards que les institutions portent sur l'enfance, et puis les expressions culturelles des sentiments vis-à-vis de l'enfance. Dans chaque cas, vous examinez ces 4 points? Oui. Autant que faire se peut, avec, selon les anthropologues, des entrées qu'ils privilégient plus ou moins. Il y a des choses très fortes qui ressortent de la pratique des sentiments, la pratique sociale des sentiments. C'est finalement l'ensemble des gestes, l'ensemble de ce qu'Élodie Razi, l'anthropologue, appelle des petits riens, qui font qu'une relation d'une mère à son enfant, par exemple, est analysable à travers des gestes d'endormissement, de portage, de nourrissage, et qui veulent dire beaucoup plus que ce qu'ils montrent. C'est l'apprentissage de la distance sociale, c'est l'apprentissage de la gestion des relations à autrui, c'est la façon de maîtriser ses propres sentiments, ses propres émotions, la maîtrise de la parole. Là, on est au cœur de l'action. Alors, vous vouliez parler tout à l'heure de l'emmaillotement, qui quand même, justement, est une pratique très particulière. Là, on a vu plusieurs moments une femme bolivienne derrière vous qui était en train d'emmailloter son bébé dans la faja. Alors, la faja, c'est quelque chose qui permet d'emmailloter le bébé au moment où il naît, mais qui, en même temps, est gardé par l'homme jusqu'à la maturité et pendant la maturité, parce que ça l'individualise. L'homme et la femme d'ailleurs, puisque la faja, l'emmaillotement, donc, se pratique aussi bien auprès des petits garçons que des petites filles. La faja, si vous voulez, c'est à la fois une technique, c'est à la fois un soin et c'est aussi un rituel. Tout dépend de ce que vous voulez mettre en avant. Mais c'est ces 3 choses à la fois. C'est une technique parce qu'il s'agit quand même d'enrouler littéralement l'enfant avec cette bande de tissu qui effectivement est une pièce de tissu qui a été fabriquée par la mère de l'enfant pendant 3 mois et
que l'enfant gardera tout au long de son existence, et l'enfant sera, enfin la personne, une fois âgée, sera d'ailleurs enterrée avec cette faja. Donc c'est vraiment un objet effectivement en propre, un des seuls objets qui reste en propre à la personne, par-delà la mort. C'est un soin parce que dans l'esprit des gens, il s'agit de consolider l'armature osseuse des enfants de façon à ce qu'ils puissent exercer par la suite un travail qui soit le travail valorisé dans le modèle local. Alors si c'est un garçon, un paysan, donc il faut qu'il ait un bon dos bien droit pour qu'il puisse bien porter des pierres. Vous nous racontez quelque chose de très précis sur le sexe du petit garçon. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit homme, parce que j'avais en tête ce que vous avez écrit sur le sexe du petit garçon. Il faut que ce sexe soit dressé quand il est tout petit. Absolument. Et c'est ça, l'emmailloter, c'est en même temps créer les conditions pour que ce sexe soit dressé. Tout à fait, parce que l'enfant emmailloté est un homme, en l'occurrence là un homme avec un petit h, en devenir. Et il s'agit de mettre toutes les conditions de son côté pour qu'il soit donc, un homme, un vrai, donc fertile, avec un dos droit et tout ce qui va avec. Et ça c'est absolument crucial. C'est un soin. C'est un soin, à la fois, c'est un soin préventif même, qui garantit donc, le bon développement de l'enfant à très long terme. Et puis c'est également un petit rituel, puisque donc c'est quelque chose de répétitif, qui se fait certes dans le quotidien, mais qui relève du rituel, parce qu'il y a également des éléments symboliques associés, comme par exemple le jeu des couleurs autour des ceintures, et effectivement des objets protecteurs que l'on met à l'intérieur de la ceinture également. Donc vous voyez, on est sur des registres très différents, mais complémentaires. Alors Charles-Édouard de Surmain, je voudrais vous poser une dernière question qui concerne l'identité collective d'un groupe d'enfants des rues, parce que vous avez travaillé sur des enfants des rues à La Paz, et vous avez montré les stratégies de survie qu'ont au fond des bandes d'enfants qui sont abandonnés, mais qui sont ensemble dans les rues de la capitale. Alors comment ça se passe ? Bon, évidemment, ça se passe difficilement pour eux. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ces jeunes, puisque c'était quand même les plus jeunes avaient 7 ans et les plus âgés avaient 19 ans, formaient des groupes, ou ce que j'ai appelé des bandes, qui se constituent sur la base d'affinités, en relation à leur histoire individuelle extrêmement compliquée, qui renvoie au rejet, qui renvoie à la violence, qui renvoie à la solitude. Ça, c'est le fondement de la micro-identité de ces groupes. Maintenant, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Effectivement, les stratégies de survie de ces groupes, elles sont essentiellement illicites, mais il ne faut pas tout confondre. Les stratégies de survie pour obtenir de l'argent qui va vous permettre d'absorber de la drogue et de l'alcool, et les stratégies de survie alimentaire, par exemple, et qui, là, sont éminemment complexes. Il s'agit à la fois de faire des poubelles, il s'agit à la fois de faire le tour des associations caritatives, avec aussi tout le problème de la redistribution au sein de ce micro-groupe, parce qu'elle n'est pas systématique, même si les individus eux-mêmes disent qu'ils appartiennent à un même groupe, à une même bande, ça n'implique pas nécessairement un partage toujours strictement égalitaire. On est quand même dans des groupes marqués par la violence, par la compétition, par la défense vis-à-vis des autres groupes. Donc le groupe évidemment se solidarise lorsque effectivement on vient empiéter sur le réseau de rue qu'il occupe plus ou moins pour exercer ses activités licites et illicites, mais en dehors de ça, c'est tout de même un groupe au contour extrêmement fragile. Charles-Édouard de Surmain, est-ce que ce travail que vous avez fait sur ces bandes à La Paz est entièrement différent du travail que font un certain nombre d'ethnologues aujourd'hui sur les bandes dans des quartiers de banlieue? Parce que en vous écoutant, dans nos grandes villes occidentales, en vous écoutant, je me disais qu'il n'y avait pas forcément énormément de différence. Sinon, quelques types de pratiques culturelles sur le plan alimentaire, justement, ce qui vous intéresse passionnément, ou sur le plan de cultures qui ont été éventuellement transmises. Mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas des comportements qui peuvent être comparés ?
Si, là je suis entièrement d'accord avec vous. On ne peut pas faire dans le culturalisme lorsque l'on est dans des sujets comme ça. Je pense que là, il y a des constantes. Simplement, dans l'approche, il y a des petites différences. Par exemple, ce que j'ai essayé de faire avec mon collègue et ami photographe Serge Vincenti, c'était à la fois de documenter ce qui se passait, mais aussi de valoriser les enfants de la rue en leur faisant écrire leur propre histoire et en fabriquant un ouvrage, avec l'aide d'ailleurs de l'IRD, de l'Association des œuvres sociales de l'IRD, de fabriquer un ouvrage avec des photos que mon ami photographe avait donc prises, et que les enfants de la rue se saisissent de cet ouvrage et le vendent eux-mêmes aux ambassades, aux expatriés, au ministère, à la passe. Donc je dirais que l'approche était tout de même un petit peu différente de ce qui se fait en France, et puis la finalité, elle était de faire quelque chose de participatif et qui, finalement, aide en premier lieu les enfants de la rue. Hein. Ce n'était pas seulement un travail fondamental, de recherche fondamentale. Ça a mené à des recherches, ça a conduit à la rédaction d'articles scientifiques, mais avant tout, l'idée, c'était que les enfants s'approprient le livre dont ils étaient le sujet et le cœur pour les aider à financer, en l'occurrence, un projet de réhabilitation, de scolarisation pour ceux qui y participaient. Merci Charles-Édouard de Surmain. Alors je voudrais préciser qu'on peut lire ces études absolument passionnantes. Alors d'une part, dans le livre du soin au rythme dans l'enfance, il y a un petit film que vous avez fait au fil de la Farah, dont on va voir des extraits, dont on a vu des extraits tout au cours de cette émission. Et puis, il y a ce livre qui vient de paraître, Anthropologie du développement et de l'humanitaire chez Armand Collin, où vous avez fait ce travail sur alimentation et nutrition. Merci. Merci.